Et nous sommes à l'instant en causerie. Il y a 2 jours où les tribunaux n'enregistrent des cas de conflit de succession. Pourtant, des tests ont été votés pour aménuiser ces crises que génèrent cet épineux souci de succession au sein des familles et des collectivités. Des conflits, oui, qui demeurent toujours. Pourquoi ces différents conflits est-on poussé de dire, ou bien pouvons-nous dire que la loi ou les lois ont ou n'ont pas pu régler les problèmes de succession qui génèrent, c'est-à-dire qui engendrent des conflits au sein des familles. Une grosse interrogation à laquelle nous allons nous intéresser ce matin sur le plateau de Le Matin. Et pour en parler, nous avons ici sur ce plateau Armand Boyon. Armand Boyon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là ce matin. Merci de venir à nous. C'est moi. Très, très bien. Avec vous, nous avons André Alironou. André Alironou, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Merci de retrouver le plateau. André Alironou, qui est un habitué du plateau. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un psychosociologue. Psychologue clinicien. Merci beaucoup. Merci. Et puis, Landry Azimazon aussi, qui était là d'ailleurs pour la chronique et qui continue avec nous. Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup de vous retrouver encore sur le plateau. Très bien. Alors, conflit de succession, au Bénin, on se demande, est-ce que la loi règle tout? Monsieur Bouillon, pourquoi des conflits de succession, selon vous, au sein des familles? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, nous sommes en société. Et tant qu'on est en société, les conflits, ce n'est pas ce qui manque. Alors, entre autres domaines qui enregistrent des conflits, c'est aussi le domaine des successions. Alors, vous avez un parent qui a plusieurs enfants, par exemple, et il a beaucoup de biens, il décède, il ne laisse peut-être aucun testament. Un enfant peut-être est allé à l'école, il est bien nanti, l'autre ne fait rien. Du coup, il se jette sur les biens qu'il distrait au détriment des autres. Donc, vous convenez avec moi que les autres ne pourraient pas le laisser faire et continuer. Du coup, cela peut créer des conflits. D'où, il ne peut pas manquer des conflits donc, dans le domaine des successions, comme on l'observe très bien chez nous. Très bien, mais c'est pour bien régler ces problèmes, ces conflits de succession que les tests, les lois sont là. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Nous avons essentiellement le Code des personnes et de la famille chez nous au Bénin qui règle les problèmes de succession. Alors, c'est cette loi-là qui a été votée et qui permet d'encadrer les successions donc, en cas de décès d'une personne. Très bien. Landry Azimazon, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, la loi telle qu'elle est suffisamment bien réglée, bien faite, bien construite pour régler ces différents conflits, ces différentes situations? Et avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord d'aller dans le même sens que mon confrère, Armand Boyon, qui disait que c'est vrai, nous sommes en société, mais qu'est-ce qu'on peut entendre par conflit? Le conflit, ici, c'est une situation conflictuelle qui naît entre 2 ou plusieurs personnes. Le fait de ne pas s'entendre sur un objet donné, sur une affaire donnée, le fait de tirer le drap chacun de son côté, c'est ça le conflit. Et ce conflit en s'émigrant devant la justice devient un litige dont le juge est saisi. En société, il y a plusieurs conflits, comme on l'a rappelé mon confrère, et l'un des conflits du moins, c'est la succession. Oui, nous sommes dans le domaine de la succession. Pour revenir à votre question, le Code des personnes de la famille, il a bien rappelé, c'est la première loi qui règle, qui organise ce conflit-là. Et à mon avis, je pense que cette loi, elle est bien fournie pour régler cette question de conflit. Très bien fournie. Très bien fournie. Oui.
Et pourquoi quelques exemples? Ce qui vous fait dire que cette loi, elle est très bien fournie. Quelques exemples pareils. Vous savez, bien avant l'avènement de cette loi, de ce code en 2004, parce que c'est un code de 2004, bien avant l'avènement de cette loi, tous les héritiers ne venaient pas à la succession, par exemple. Notamment la femme. La femme était d'office écartée de la succession. Et lorsque tu as encore un enfant adultérin né du dehors, d'office aussi, tu ne viens pas également à la succession. Mais cette loi a réglé tous ces problèmes-là. Il n'y a plus de distinction de sexe à faire. Il n'y a plus de distinction de qualité d'enfant à faire. Donc, à mon avis, c'est pourquoi je disais que c'est une loi. Et par rapport à d'autres lois de la sous-région, c'est une loi qui est en avance, qui a réglé ce problème de conflit de succession. Très bien. André Aleronou, vous êtes sociologue des conflits, oui, psychologue, pardon, vous êtes psychologue des conflits de succession, oui, on assiste à cela. Pour vous, psychologue, pourquoi? Sinon, il arrive des cas où le décousu ou l'intéressé a déjà tout planifié et pourtant ça génère des crises. Merci beaucoup. Et je crois que c'est une question, même si on prenait une journée, on n'allait pas finir. Donc on va faire simple, parce que là il faut comprendre, les juristes l'ont dit tout à l'heure, c'est la loi a fait sa part. Mais il ne suffit pas que la loi pour régler définitivement le problème. Faut-il encore est-ce que le problème peut être définitivement réglé? Dans une société, il y a plusieurs, je veux dire, plusieurs choses à mettre ensemble. Les conflits font partie de la dynamique de la société. Ça, nous le savons. Mais cette question, je vais dire, tout à l'heure, Monsieur Landry a donné un exemple quand vous aviez des enfants intellectuels. Parmi les enfants intellectuels, la plupart du temps, les conflits, on les rencontre pas trop. Quand il y a quelques intellectuels et les autres analphabètes, les conflits, ça vient encore. Quand ils ne sont que analphabètes, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut éduquer ces enfants. Il faut éduquer ces enfants dès le départ et il faut communiquer avec ces enfants. Souffrez que je revienne avec ça chaque fois, mais je dis fondamentalement que il faut régler le problème comme ça. Parce que quand vos enfants sont éduqués et que vous leur donnez le moyen de se réaliser de votre vivant, ils ne vont pas attendre quelque chose à votre bord. Quand vous donnez les moyens aux enfants de se réaliser, d'être éduqués, d'aller à l'école et de se réaliser, de construire leur vie, leur famille, ils n'attendent plus grand chose à la fin. Mais quand vous gardez tout et vous dites j'amasse et que à la fin les enfants trouvent que ils n'ont pas reçu ce qui leur revenait. Quelque chose un peu par comme rapport à leur éducation de base, vous voulez dire? Je veux dire, vous n'avez pas payé les écoles, vous n'avez pas payé les formations pour les enfants. C'est-à-dire, vous vous êtes dit débrouillez-vous, et ça on en rencontre beaucoup. Des parents nantis qui préfèrent faire, excusez-moi le mot, le papa bonnet dehors. Et les enfants souffrent. Mais quand ils meurent, chacun veut prendre sa part. Et c'est tout à fait logique. Psychologiquement parlant, dans le quotidien de l'individu, il s'est dit, c'est le moment maintenant, celui qui détenait est parti, le veto est parti, nous sommes égaux. Vous aviez dit tout à l'heure, on ne fait plus de distinction entre enfants. Qu'ils soient enfants bâtards ou choses, surtout les enfants, entre guillemets, qu'on dit bâtards, c'est eux qui réclament le plus parce qu'ils estiment que sa mère a été lésée, lui il a été lésé. Vous êtes resté à la maison, donc c'est lui qui prend plus le conflit. Donc, c'est une question d'éducation et de responsabilité. En tant que parent, vous apprenez à vraiment prendre votre responsabilité. Voilà ce que vous avez, essayé de l'investir réellement dans l'éducation des enfants dès votre vivant. Au lieu d'amasser pour dire quand je vais mourir, les oncles sont là, les tantes sont là. Bon, au Bénin, nous sommes au Bénin, on sait tout ce qui se passe. Dès la mort du monsieur, quand il a un peu de moyens, c'est d'abord la famille qui vient.
Si la question n'est pas réglée par la loi, genre, ils sont légalement mariés et tout le monde, il a pris le temps de dire aux gens, ça c'est pour mon enfant, ça c'est pour ma femme, ben, même ça encore, quelque part, ça crée encore des... Justement, j'en venais là et je voudrais poser la question à monsieur Armand Bouillon. Oui, pourquoi on assiste à ces genres de crises? Bien que le décousu ait préparé un testament, toujours bien clair, mais pourquoi encore des conflits où l'un des enfants se lève et dit « Écoutez, je ne suis pas d'accord. » Pourquoi? Il faut noter que dans notre société, il y a de moins en moins de personnes, de parents qui ne produisent pas leur testament avant leur décès. Ça, c'est un problème fondamental. On dit je vais, mais au finish, on ne supprime pas la mort. La mort ne prévient pas. Donc, la première des choses que nous devons retenir, nous devons faire nos testaments. Et les testaments, on peut les faire et les renouveler au quotidien. Donc, c'est une leçon, c'est de faire son testament. Oui, pour celui qui nous suit peut-être et qui ne connaît pas le sens, ce qu'on appelle testament, comment ça se fait, est-ce que déjà, vous pouvez nous donner une idée de comment est-ce que ça se fait, ce qu'on appelle testament? Le testament, ce sont les dernières volontés d'une personne. Très bien. Alors, lorsque vous ne serez pas là, la manière dont votre derrière, en griffe, va se gérer, c'est contenu dans le testament. À partir de vos biens, c'est ça? Ah oui, à partir de vos biens. Donc c'est ça le testament. Et le testament, les personnes les plus outillées pour nous aider à faire les testaments, ce sont les notaires. D'accord? Donc ce sont eux qui nous aident, qui nous conseillent. Oui, un parent peut dire, bon voilà, moi j'ai pas eu mes enfants délinquants, il ne vient pas à ma association, par exemple. Je ne lui donne rien. Je ne lui donne rien. Donc, lui peut le dire, un parent peut le dire, dans l'ignorance de la loi. Mais s'il va vers un notaire, le notaire va lui dire, non, attention. Un parent ne peut pas dire, hey, je ne te donne rien. Avant qu'on ne vous dise, je ne te donne rien, il y a que la justice doit se prononcer. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que, quoi qu'on dise, les conflits ne manqueront pas parce que, nous ne préparons pas notre arrière. Ou nos arrières. Voilà. Donc, les testaments, je le dis, lorsque vous voulez assurer vos arrières, vous voulez faire en sorte que votre derrière ne soit pas en fait, une scène de crise ou de bataille, les parents doivent tout faire pour réaliser leur testament. Et je le dis, on va tranquillement vers un notaire pour avoir les conseils les plus appropriés. Oui, monsieur Landré Zimazon, la même question. Pourquoi? Oui, testament, pourtant, testament dans lequel le père, le décousu a déjà fait la part des choses, peut-être de son vivant, déjà peut-être, ou dès qu'il n'est plus de ce monde, donc le décousu. Mais pourtant, des crises sont toujours là et qu'on gère au quotidien. C'est une question d'éducation? C'est une question d'ignorance de la loi? C'est une question d'éducation. Monsieur Ali Khonou l'a souligné. Une question d'éducation. Parce que lorsque vous avez des enfants et que vous ne les éduquez pas, attendez-vous à ce que demain, ils s'entre-déchirent derrière vous, même en votre présence. Éducation, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, l'éducation. Même en votre présence, lorsque vous serez allaité, vous serez en train de voir vos enfants en train de s'entre-déchirer. Et là, vous ne pouvez rien. Mais alors, quid alors de ce que vous n'êtes plus là? Vous pouvez bien avoir le testament. Monsieur Aliron l'a souligné. Lorsqu'il y a plusieurs intellectuels parmi les enfants, le conflit est moindre. Encore que là, ce n'est pas absolu. Encore que là, ce n'est pas absolu. L'on voit des intellectuels. Oui, donc on dirait que c'est là maintenant que ça change. Ah oui, l'on voit des intellectuels vraiment qui se disent, mais écoute, à mon petit frère, je ne lui donne rien parce que ceci, parce que cela. C'est du vivant de papa et ça n'est pas. Ça, c'est pas devant la loi. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est tout un. Cette question, c'est une question qui ne t'arrivera jamais. C'est une question qui va évoluer avec le temps. Et je pense que sinon on ne va pas regarder à cause de ça pour ne pas éduquer nos enfants. Il faut les éduquer, il faut beaucoup leur parler. Comme l'a dit M. Aliron, beaucoup leur parler. Parce qu'il ne sert à rien de mettre l'enfant à l'école, ne pas discuter avec lui, ne pas parler avec lui, parce que tu vois que ton enfant a des notes merveilleuses et il évolue bien. Mais demain, tu ne sais pas
ce que cet enfant deviendra. Parce qu'il y a la société qui est là. Il a la société qui est là. Et la société va également l'éduquer à sa manière. Si l'éducation domestique, l'éducation de la maison n'arrive pas à transcender l'éducation de la société, soyez sûr que quand bien étant intellectuel, il deviendra autre chose. Alors, testament, oui, testament. Mais à côté du testament, il y a aussi la question fondamentale, l'éducation. À côté du testament. Et il est vrai, pour faire le testament, M. Bouillon l'a dit, le notaire, allez voir un notaire et le notaire va vous conseiller pour faire votre testament, pour organiser votre testament. Parce que vous pouvez aussi rester chez vous, prendre un papier, faites votre testament, notez comment vous voulez organiser votre truc. Mais quelle personne a-t-elle? Il faut forcément se rapprocher du notaire, d'un sachant, pour pouvoir vous aider, qui peut vous aider à mieux organiser cela. Parce que si demain, si vous ne vous rapprochez pas du notaire et vous restez chez vous, et vous faites comme vous voulez, et que vous n'êtes plus là demain, ce testament peut être contesté. Ce testament. Donc il faut forcément un notaire. Se rapprocher de notaire pour avoir les conseils, pour savoir comment il faut partager, organiser son bien. Et les enfants, tous les enfants doivent être traités de la même manière, à pas égale, et telle chose. Donc, forcément, il faut se rapprocher de notaire, d'un sachant, pour avoir ces conseils-là. Sinon, vous pouvez bien beau organiser votre truc chez vous, à la maison, soit pensant qu'on ira déposer au rang des minutes de notaire. C'est votre dernière volonté. C'est votre bien, c'est votre dernière volonté. Mais au jour de l'ouverture du testament, lorsque les enfants vont constater des irrégularités, lorsque un enfant va constater que j'ai été lésé, mais écoutez, ce testament, il va le faire annuler. Très bien. Oui, mais avant de... Oui, monsieur... Oui, je veux juste dire, c'est pas que sous nos cieux. Hein. C'est ça. Et permettez-moi de citer un célèbre exemple de conflit de succession qui a fait vraiment défreiner la chronique de la Toile pendant longtemps, la succession de Johnny Hallyday, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça, on ne parle pas d'enfants ou de familles illettrées. Voilà. Donc, c'est une question vraiment d'éducation où il faut dire les choses, prendre la responsabilité de votre vivant. Parce que vous êtes, je vais dire, comment dire, le baromètre qui règle les choses. Et quand vous dites voilà ce que et pourquoi, je pense que chacun a déjà... ça va freiner quelque part les adhérents des uns et des autres quand vous ne serez plus là. Très bien. Oui, testament où parfois il y en a qui revendiquent, qui parlent d'égalité dans le partage. Peut-être c'est le testament qu'il a déjà prévu, quelques défaillances. Est-ce que la loi prévoit quelque chose pour dire attention, les enfants doivent être, c'est-à-dire ils devaient être dans l'association à part égale? Je dois rebondir rapidement sur la question de l'éducation. Vous savez, le meilleur investissement que puisse faire un parent dans son enfant, c'est l'éduquer, investir dans son éducation. Lorsque vous éduquez l'enfant, il est moins enclin, et s'il est à l'aise, il est moins enclin à s'accrocher donc à vos biens. Nous devons comprendre que qu'est-ce qui fait les conflits par rapport à l'association? C'est une question d'intérêt. Mon père est parti, il a beaucoup de biens. Alors, je dois tout faire pour prendre une part. Du coup, cela génère les conflits. Alors, vous avez demandé si l'égalité, voilà. D'abord, dans le partage. Oui. Vous savez, notre constitution, en son article 26, est claire. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. On ne fait pas de discrimination sur la base de la race, de l'origine, l'enfant adultéré, etc., etc. Non. Il y a cette égalité-là qui est prévue par la loi. Vous savez, avant 2004, on disait souvent que les femmes n'héritaient pas de la terre. Vous voyez, une femme n'hérite pas de la terre, on dit qu'elle n'héritait que des bols et autres. Non, désormais c'est réglé. Une femme va à la succession au même titre qu'un enfant légitime, au même titre qu'un enfant adultéré. Du coup, lorsqu'il se retrouverait un enfant qui n'a pas hérité de la succession de la même manière que ses autres frères ou sœurs,
La loi lui donne la possibilité de saisir un juge pour que l'égalité soit rétablie. D'où, aujourd'hui, nous devons traiter de tous les héritiers de manière égale. Qu'il y ait testament ou pas. Qu'il n'y ait pas de testament. Quand il y a testament ou pas. Mais il arrive des situations, on se retrouve face à des cas où il n'y a pas de testament, c'est le conseil de famille qui Cette situation, la loi l'a réglée. La loi l'a réglée, la loi 2004 l'a réglée. Lorsqu'il n'y a pas de testament, la loi a réglé comment le bien sera partagé. Par exemple, lorsque le décujuge sort, il a des enfants et il s'est marié légalement avec sa femme et qu'il n'est plus là, la femme et les enfants viennent à la succession. Aucun des parents ne vient à la succession. Aucun des parents. Lorsque la femme ne s'est pas mariée légalement, seuls les enfants viennent à la succession. Aucun des parents ne vient à la succession. Parce que les enfants écartent tout le monde. Lorsqu'il n'a pas d'enfant et que sa femme ne s'est pas mariée légalement avec ce dernier, les parents viennent à la succession en ce moment-là. Les collatéraux et tout, avec les distinctions à faire là, viennent à la succession. Mais lorsque il n'y a pas d'enfant et qu'avec sa femme il s'est marié légalement, la femme et les parents viennent à la succession ensemble. Et la femme a une part donnée. Là, dans ce cas, c'est demi-demi. La loi l'a réglé, cette question-là. Que vous ayez testament ou pas testament. Très bien. Que les enfants aient l'âge majeur, 18 ans, moins de 18 ans, parce qu'il y a des situations où les enfants sont très jeunes, moins de 10 ans, moins de 18 ans, et qui se retrouvent là, le père n'est plus là, la mère n'est peut-être plus là, et puis ce sont les oncles, les tantes qui s'accaparent de ce qui leur revient, parce qu'on estime qu'ils sont jeunes. Il faut. Est-ce que la loi a prévu quelque chose aussi pour ça? La loi a également prévu. Lorsque, par exemple, je prends le cas où la femme est mariée et les enfants sont des mineurs. Rien que des mineurs. En organisant la succession, d'office, la maman a l'autorité parentale, exerce l'autorité parentale sur les enfants. L'enfant, la maman, la part qui revient aux enfants, la maman dirige, règle et gère ce pas-là, ces parts qui reviennent à ses enfants, jusqu'à l'âge adulte des enfants. Lorsque la situation contraire, la femme ne s'est pas mariée, la situation doit être organisée. Il y a la question les enfants sont des mineurs. Il y a la question là maintenant de l'autorité parentale légalement. Parce que la femme est d'office et exerce l'autorité parentale. Mais étant donné qu'il n'a pas et qu'il ne sait pas, de lien le lien juridique avec le papa. Les enfants étant là, ces enfants, personne ne doit toucher à la succession. Personne ne doit toucher à la succession jusqu'à ce que les enfants puissent grandir. La succession est là. Parce que ces enfants écartent tout le monde. Les enfants seuls écartent tout le monde. Jusqu'à ce que la maman sera en train de gérer les biens pour leur éducation, pour que les enfants... La maman aussi là, la maman n'a pas le droit de vendre. Si le maman veut vendre un bien, il doit avoir l'autorisation du juge. Pour d'abord venir vendre le bien. Oui, il y a une situation, M. Bouillon, où la femme même, elle est chassée, elle n'est pas du tout associée. C'est ça. Est-ce que la femme même, elle n'est pas du tout associée? On estime peut-être que c'est lui qui aurait tué le mari, le frère, le soeur, etc. Elle n'est pas. Oui. Oui, par rapport à l'administration de l'association ou à la liquidation de l'association, vous savez, par rapport aux enfants mineurs, je complète le collègue en disant que on peut désigner un tuteur pour les enfants. Alors ce tuteur a le devoir de veiller sur l'association qui revient aux enfants. Alors jusqu'à l'âge adulte, si, comme on le constate chez nous, des oncles et autres qui arrivent à distraire les biens, lorsque l'enfant sera en âge d'engager une procédure contre cet oncle, il va devant le juge va lui donner raison et condamner l'oncle qui pensait s'accaparer de tout. Alors dans nos pays, on constate de plus en plus aussi que
la femme est écartée de l'association et autres, on chasse. Non, la loi a tout prévu. La loi a tout prévu. En tout cas, en cette matière-là de succession, la loi a tout prévu. Donc, on ne peut pas, l'autorité dit non, elle a tué l'homme, etc. Elle est écartée. Eh bien, l'homme qui a tué, c'est l'homme qui a tué sa femme parce qu'elle a les moyens. Non. Si ça se fait, la personne lésée va tranquillement saisir un juge et le juge va arbitrer, va juger et donner à chacun sa part. Voilà, donc c'est cela. Oui, André Alironou, qu'est-ce qui explique ça? Quelle est cette psychologie, cette mentalité qui anime les hommes dans certaines familles où on voit c'est la tante qui s'accapare, c'est l'oncle qui vient, c'est le frère? Est-ce que ça dit que déjà du vivant du monsieur ou de la dame, on l'enviait, on enviait ses biens, tout ce qu'il a eu comme bien patrimoine, comme patrimoine? Qu'est-ce qui explique ça? Et on oublie les enfants. Je vais tenter de répondre parce que je ne dirais pas que j'ai la réponse. Mais il faut juste dire qu'il y a la pesanteur socio-culturelle. Oui. Dans notre contexte béninois et surtout du sud du Bénin, pour ne pas dire africain, il y a la pesanteur socio-culturelle qui est vraiment lourde. Et il arrive même. Il y a, je sais pas, les juristes sont là pour il arrive même où tout est dit, où il y a le testament, mais certains enfants, surtout les femmes, refusent d'aller prendre. Parce que même quand vous prenez, il y a... C'est presque un cadeau empoisonné, c'est ça? Bon, je prends le mot. C'est plus qu'un cadeau empoisonné. Donc, il y a cette pesanteur-là qui fait que, culturellement, on a déjà ancré ça dans la psychologie des uns et des autres. La femme ne vient pas, l'enfant ne doit pas prendre tant que ton oncle est vivant, l'enfant ne doit pas prendre tant que ta tante est vivante. Donc dans certaines familles où, je veux dire, on a fait peser sur les enfants le poids je veux dire, de la culture où si tu fais, entre guillemets, on a suffisamment effrayé les enfants. Il arrive que l'oncle vienne et prenne, ou la tante prenne, au vu au su de tout le monde, qu'elle nargue les enfants et laisse les enfants, ou la famille, votre famille même, vraiment dans la pauvreté, je veux dire. Mais qu'est-ce qui fait ça? Je veux dire, c'est selon chacun. Cette question, c'est pas que, c'est vrai, ça part de l'éducation, mais c'est plus dans la personnalité de chacun. Parce que ce qui peut arriver à Landry, où Landry va dire, ben, ce temps que je m'en fous pas mal. Quand mon père était là, je ne l'ai jamais vu. Il prend sur lui. Si vous y croyez, s'il y croit, il croit que ce temps est suffisamment, entre guillemets, sur le plan occulte, suffisamment fort pour atteindre ma vie, l'oncle va rien faire, mais il va mourir. Mais quand il se dit, ben, peu importe ce qu'il a, je m'en fous pas mal. Parce que, vous savez, la nature est faite de sorte que ne vous arrive que ce que vous commandez. Et tout se passe avec notre psychologie. C'est tel que vous le commandez, ça vous atteindra si vous pensez que vous êtes atteint. Donc, psychologiquement, si vous vous dites, ben, écoutez, je m'en fous pas mal, il n'y a rien de... Et puis, vous faites face à la réalité, vous allez vous en sortir. Bon, ce que je dis, faut pas les gens vont se lever pour aller courir pour dire je vais affronter mon oncle puissant parce que André est venu sur un plateau d'ici. Oui. Je dis si vous êtes constitué pour ça, si vous vous sachez suffisamment armé, je vais dire psychologiquement, vous avez fait votre, vous êtes entouré de ce bouclier là, rien ne vous atteindra parce que c'est aussi clair que ça. Mais si vous avez le petit doute, laissez la succession. Parce que c'est vrai, la loi a réglé les choses, comme le disent les juristes, ça a tout réglé. Mais quand l'oncle a tout fini, a fini de tout dilapider, avant que les enfants ne soient majeurs, il a tout vendu, il n'y a plus rien qui reste. Vous l'amenez devant le juge règle, mais il ne peut pas rembourser. Ces enfants ne peuvent pas rembourser. Il n'y a rien. Qu'est-ce que la loi a fait? Donc, la question qui est là, c'est d'amener, je reviens dessus, que le parent mette à l'aise ses enfants déjà de son vivant. Mettez les moyens dans l'éducation de vos enfants. Personne ne viendra vous reprocher ça. Mais quand vous amassez pour dire quand ils vont grandir, et si les enfants meurent avant,
pour qui vous amassez. Donc mettez les moyens dans l'éducation de vos enfants. Communiquez avec vos enfants. Et mieux encore, c'est aussi parce qu'on meurt beaucoup parce qu'on est ignorant de certaines choses. La femme ne sait pas, c'est vrai, la loi est bien faite, mais combien au village savent que les terres là, à partir d'aujourd'hui, quand je meurs, c'est pour tous les enfants. Si. Donc il faut aussi vulgariser un peu, communiquer autour. Mais en plus de tout ça, il faut vraiment parler avec ces enfants. Par les enfants, avec les enfants. Oui, Landry a... J'aimerais placer un mot et à une interrogation soulevée par M. Alironou. Lorsque l'oncle, qui peut-être a été désigné comme tuteur pour les enfants mineurs, l'oncle a pris le temps de tout dilapider. Mon monsieur Bono l'a dit. Lorsque les enfants de leur âge adulte, ils vont conduire l'oncle, ils vont saisir le juge pour être rétablis dans leurs droits. Lorsque le juge leur donnera raison, tous ceux qui ont pris ces biens-là, tous ceux qui ont pris ces biens-là, ces biens vont retourner dans le patrimoine des enfants. Et à eux maintenant d'initier une action devant contre l'oncle. Donc les enfants, ils seront rétablis dans leurs droits. Et sur la base de cette décision, tous ceux qui ont acheté ces biens, c'est des immeubles, c'est des biens meubles, ils vont sur tous les immeubles. Là, un jour, vous serez chez vous à la maison. Voilà, les enfants vont se retrouver dans leurs droits. C'est très bien. Alors, en un mot, monsieur Armand Bouillon, on pourra dire alors que pour des questions de conflit, de succession, la loi, en réalité, tout réglé. Peut-être c'est l'ignorance des citoyens qui les pousse à continuer ou à soulever des crises de conflit. Monsieur le journaliste, je vais être péremptoire. La loi a tout réglé. La loi a tout réglé. Le reste, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance des citoyens qui nous met dans des situations conflictuelles, etc. etc. Je dois rappeler une chose aussi. Vous savez qu'en matière de succession, celui qui est appelé à hériter a aussi la possibilité de refuser d'aller à la succession, par exemple. Mon père peut avoir le milliard, mais je refuse d'aller à sa succession. Et pour quelle raison? Si vous refusez, alors que, bon, votre papa vous a reconnu en tant que, et vous refusez, ça fait vos problèmes, c'est vous qui perdez. Oui, mais il a raison, comme l'a dit. Il a raison, mais vous imaginez qu'on vous laisse une succession remplie de dettes? Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. Le papa peut-être doit laisser un héritage de 5 millions, alors que lui, de son vivant, il a contracté des dettes qui sont dans l'ordre de 10 millions ou de 100 millions. Dès lors que vous acceptez aller à la succession, vous prenez l'actif et le passif. C'est ça. C'est-à-dire que vous prenez les dettes et tout ce qu'il y a comme bénéfice qu'il a laissé. Donc, c'est normal qu'un enfant puisse, dans ces cas-là, refuser d'aller à la succession. Très bien. Donc c'est une option aussi, laisser aux futurs héritiers de refuser. Et donc on retient, selon vous, que la loi a tout prévu. Oui. Mais comme la loi a tout prévu, oui, c'est sûr que Landry... La loi a tout prévu. Mais comment faire pour permettre des personnes de la famille... une loi d'être informé de la loi dans toutes les langues? La vulgarisation. Monsieur Alironou vient de le dire, la vulgarisation. Et je pense que l'État est en train de faire beaucoup pour ça, en train de vulgariser les tests de la République. Et je pense que l'État en fera encore beaucoup. Parce que les tests doivent aussi être vulgarisés dans nos langues, les langues populaires du pays, le font, en tout cas dans toutes les langues. Et je pense que l'État fera encore cette vulgarisation-là. Et vous profitez pour dire votre conclusion là? Oui, je profite pour dire ma conclusion, pour dire que aujourd'hui, la loi sur le Code des personnes de la famille, la loi 2004 sur le Code des personnes de la famille, a réglé tout conflit lié à la succession en République du Bénin. Alors, chacun n'a qu'à savoir à partir d'aujourd'hui que lorsqu'il y a des conflits comme ça, il n'a qu'à se référer à la justice et son droit. Si
il pense que son droit est lésé, il sera rétabli dans ses droits. Très bien. Oui, monsieur Bouillon, votre conclusion, et on termine par M. Alikronou. Oui. Oui, je voudrais dire que les citoyens sachent que chacun de nous doit pouvoir faire son testament. Ça, c'est très important. C'est ça. Et à part cela, lorsque nous avons des difficultés ou lorsque nous voulons mieux comprendre, il y a des spécialistes en la matière qui sont les notaires. Ils vont mieux nous accompagner ou comprendre ce qu'il faut faire pour que notre situation ou nos arrières ne soient sujettes à des conflits. Donc voilà ce que je voudrais dire et appeler l'État à davantage faire. Vous savez, la Constitution a prévu que les textes de la République soient vulgarisés. Donc il y a un travail de fond à faire là. Les radios, les télévisions, comme vous le faites ici, chacun de nous doit contribuer à faire connaître ces lois pour que nous soyons une société un peu plus éclairée sur les questions qui nous concernent au quotidien. Moins conflictuelle, suggestionnelle. Oui, M. Alikronou. Merci beaucoup. Oui. Moi, je vais juste dire un mot, c'est l'éducation. L'éducation et encore l'éducation. Et surtout que tous les parents soient responsables. Qu'ils sachent vraiment le rôle qui leur est dévolu, que la mission que la nature leur donne en tant que parents. Et il faut être responsable. Quand vous êtes parent, il faut être responsable. Et je vais finir en disant un adage au fond qui dit Ça, c'est pour ceux qui pensent que c'est l'héritage de mon frère, c'est l'héritage de ma soeur. Franchement, c'est-à-dire, si ce que vous produisez ne vous suffit pas, ce que vous avez pris de force ne vous suffira jamais. Voilà. Très bien. Merci à vous, mes chers invités. Docteur André Alikronou, psychologue. Merci d'être venu à nous. Amand Bouillon, juriste, merci de répondre à notre invitation. Et puis Landry Azimazon, merci à moi, monsieur. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Ainsi pour faire la causerie le matin de ce lundi, le premier numéro de ce mois de mars. Restez en notre compagnie. Le meilleur reste à venir. Suivez les différents programmes. Juste après nous, la compilation des informations à 9h30, à 10h, l'émission en Yoruba, puis à 11h, l'émission en fond avec Brice Cordon et Romain Adorano. À 13h, la grande édition de la mi-journée. Prenez du plaisir à suivre nos programmes. À tout à l'heure.